l'aromathérapie fait intégralement partie de la grande famille des phytothérapies. De quoi s'agit-il? Souvent, l'aromathérapie est assimilée à un traitement par des plantes aromatiques, ce qui est bien entendu faux, donc ne faites jamais cette erreur. L'aromathérapie, c'est le traitement par les huiles essentielles qui sont issues de ces plantes aromatiques. Alors, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Selon la pharmacopée européenne, c'est une substance odorante, d'où le terme aromathérapie. Donc, il y a un caractère aromatique dû à cette capacité à odorer l'ambiance, comme a dit M. Karen. Généralement de composition complexe, obtenue à partir d'une matière première botaniquement définie, une plante bien précise donc, soit par entraînement à la vapeur d'eau, soit par distillation, soit par un mécanisme mécanique particulier. Alors je ne vais pas trop détailler, étant donné que M. Narahi va vous expliquer très bien dans la communication suivante les modes de production. Mais quelles sont les conséquences de ce mode de production? Du moment qu'on utilise surtout une distillation, vous aurez surtout affaire à des substances qui sont plutôt volatiles, des substances assez petites sur le plan moléculaire, donc d'un faible poids moléculaire, et enfin des substances extrêmement lipophiles, c'est-à-dire qui peuvent diffuser très facilement dans les tissus, la peau et toutes les régions de l'organisme. Alors, quel est l'intérêt médical de ces huiles thérapeutiques, l'huile essentielle? Il n'est pas que médical. D'abord, il y a un intérêt diététique. Donc, elles ont un apport alimentaire important que le pharmacien doit connaître. Mais ce qui nous intéresse en pharmacie surtout, c'est l'apport d'abord parapharmaceutique. Vous avez ça dans vos officines. Beaucoup de produits cosmétiques ont été fabriqués à partir des huiles essentielles. Et parfois même préparés par les pharmaciens dans leur préparatoire. Donc ça, c'est un aspect très important de la pratique officinale. Mais ce qui nous intéressera aujourd'hui surtout, c'est le troisième point qui est l'aspect purement pharmaceutique, c'est-à-dire thérapeutique, pour traiter des maladies. Et la maladie, bien sûr, constitue une indication pour nos produits. Alors, un médicament doit être enregistré. On nous a expliqué ce matin, il y avait des lignes directrices, même des monographies de l'Organisation mondiale de la santé. Mais personnellement, je trouve que ces monographies ne sont pas très utiles sur le plan de l'enregistrement pharmaceutique. Il est infiniment plus intéressant de se référer aux monographies éditées par l'Agence européenne des médicaments qui sont plus opératoires sur le plan de l'enregistrement d'un médicament à base de plantes. Donc l'Agence européenne des médicaments, actuellement basée à Londres, quand je dis actuellement, à cause du Brexit, elle risque de déménager dans une autre capitale, mais jusqu'à maintenant, c'est à Londres. Alors, qu'a fait cette Agence européenne des médicaments? Donc, c'est une agence très sérieuse. Elle a créé un comité spécialement dédié aux médicaments à base de plantes, le Committee on Herbal Medicinal Products. Et ce comité prépare des monographies qui vont servir à enregistrer en tant que médicaments des préparations à base de plantes. Et jusqu'à maintenant, on a signalé jusqu'à 12 huiles essentielles qui ont fait l'objet de ces monographies. Je citerai juste un exemple que vous avez tous en officine, c'est l'huile de lentisque. Donc, c'est une monographie en phase de validation et de finalisation par l'Agence européenne de médicaments et qui permettra donc facilement à un tel ou tel laboratoire de l'enregistrer comme médicament au niveau de toute l'Union européenne. Alors, étant donné qu'on est dans une journée pharmaceutique, quelle est la place particulière du pharmacien? Alors, il est clair que les médicaments à base d'huile essentielle peuvent faire l'objet de prescriptions médicales, mais il faut savoir aussi que une bonne partie de ces produits sont et devraient être conseillés par le pharmacien au niveau de l'officine. Pourquoi le pharmacien? Étant donné que c'est une clé de succès pour l'aromathérapie à cause de ses compétences pharmaceutiques qu'il a acquises par la pratique et bien sûr par la formation universitaire qu'il a reçue. On est tous pharmaciens, vous vous rappelez qu'on a fait très longtemps parfois des modules tels que la botanique médicale, la pharmacognosie, la pharmacologie, la pharmacie clinique, et j'en passe. Je vais illustrer chaque compétence avec des exemples très précis. La botanique médicale. À quoi sert la botanique médicale? Elle sert à beaucoup de choses. Parce que dans les produits phyto que vous conseillez, sont tirés de plantes qui doivent faire l'objet d'une identification de l'espèce de manière stricte. Alors cette identification de l'espèce est très importante pour les huiles essentielles, parce que parfois vous avez des espèces botaniquement très voisines,
mais donnant des huiles très différentes. Et le pharmacien doit être très vigilant là-dessus. Je vous donne l'exemple de la lavande, plante que tout le monde connaît, ou dois-je dire tout le monde pense connaître. La lavande, il y a la lavande vraie et la lavandula angustifolia, qui donne une huile très très différente sur le plan phytochimique de la lavande latifolia. Et donc le pharmacien doit être attentif à cela. La pharmacognosie, discipline éminemment intéressante, qui s'occupe entre autres, pas nous, des différentes préparations et modes d'extraction. Alors, le pharmacien doit être attentif là-dessus, parce que l'huile essentielle, on l'a définie en grande partie par son mode d'extraction tout à l'heure. Mais toutes les huiles ne sont pas essentielles. Il y a des expressions à froid, simplement mécaniques, mais cela dit, vous devez savoir que l'huile grasse, même obtenue juste par compression mécanique, peut contenir une bonne partie de huiles essentielles. Donc le pharmacien, oui, entre autres, exactement, il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Donc le pharmacien doit utiliser ses connaissances pour être vigilant là-dessus. La galénique, alors les huiles essentielles sont préparées dans des préparations pharmaceutiques et administrées par différentes voies d'administration. Alors elles sont nombreuses, elles peuvent être orales, inhalées, rectales, mais on s'accorde maintenant à dire que c'est la voie cutanée qui offre le meilleur profil, le meilleur équilibre entre l'efficacité du produit, étant donné que c'est un produit très lipophile, on l'a déjà dit, et la sécurité, à cause des effets secondaires et éventuellement certains effets indésirables. Donc le pharmacien est aussi très bien placé comme professionnel de santé pour gérer tous ces aspects-là. Et enfin, je suis pharmacologue de formation, donc je vous parlerai surtout de pharmacologie. C'est la pertinence des indications. Lorsque vous proposez dans votre officine tel ou tel produit à base de plantes, particulièrement une huile essentielle, pour traiter telle ou telle indication, vous devez être convaincant, et avant d'être convaincant, vous devez être convaincu de son efficacité. Et en tant que professionnel de la santé, vous êtes un individu qui fait partie de la sphère scientifique. Et donc votre conviction doit se baser sur des arguments scientifiques, et uniquement scientifiques. Bon, c'est clair, il y a l'expérience des voisins, des personnels, et ainsi de suite, mais on est des professionnels de la santé, on doit raisonner avec un argumentaire scientifique. Alors je vais vous donner quelques exemples. Alors, de plantes qui ont donné des huiles essentielles. L'argumentaire peut être tiré d'études ethnobotaniques, c'est-à-dire l'utilisation par des populations indigènes de tel ou tel produit, d'arguments précliniques, c'est-à-dire des études chez l'animal, par exemple, ou bien, ça c'est le must, le top, des études cliniques, c'est-à-dire on a testé tel ou tel produit chez l'être humain dans des essais contrôlés et rigoureux, pour justement étayer l'indication et l'établir. Alors je vais vous donner quelques exemples de huiles essentielles qui se trouvent tous sur le marché algérien et probablement dans vos officines. Donc vous reconnaîtrez facilement les produits. Je vais reprendre l'exemple de l'huile de lentisque tout à l'heure. Alors quelle est l'indication principale que vous avez dans l'officine? Généralement comme cicatrisant par exemple. Il y a beaucoup d'usage de la cicatrisant. J'ai choisi une revue de la littérature assez récente de 2017 sur le genre pistachette, on donne que la plante c'est le Pistachia lentiscus, que vous connaissez tous. L'huile de lentisque, maintenant, il y a beaucoup d'études qui établissent l'efficacité comme cicatrisant. Ça améliore la cicatrisation, ça accélère la cicatrisation avec le respect de la physiologie dermatologique et de régénération de la peau. Que ce soit des cicatrices post-brûlure ou bien post-blessure. Donc les deux sont traitables par l'huile de lentisque. Alors, parmi les résultats précliniques aussi, on a remarqué l'efficacité sur des brûlures au laser. On a testé comparativement à des produits dermatologiques de référence et on a trouvé que l'huile de lentisque donnait un meilleur résultat de cicatrisation suite aux brûlures de laser qui ont été publiées dans cette étude récente de 2017. Et enfin, il y a aussi, c'est récent, une étude clinique, ça sera pour les cicatrices post-chirurgicales en gynécologie, pardon. C'est des femmes qui ont subi des épisiotomies, 130 sujets quand même, je pense que c'est assez important. Et on a remarqué l'efficacité de l'huile de lentisque pour favoriser la cicatrisation post-chirurgicale. Et cette étude a permis même d'identifier quelle est la fraction éventuellement responsable de
substances. C'est plusieurs substances qui agissent généralement en synergie, mais n'empêche que certains ingrédients sont plus actifs que d'autres. Donc cette étude suggère que c'est les terpènes, terpinéols par exemple, qui seraient les plus impliqués. Et là, motif de satisfaction, vous avez dans vos officines des produits à base de l'huile de lentisque algérienne, locale. La comparaison phytochimique de cette analyse qui a été faite à l'école polytechnique d'Alger a montré que c'est l'huile de lentisque algérienne qui est la plus riche en terpènes par rapport à d'autres pays méditerranéens. Vous voyez ici. Donc, c'est toujours chauvin de le dire, mais bon, on le dit quand même. D'accord. J'ai terminé avec le lentisque. Vous connaissez aussi l'huile de cyprès, alors généralement destinée au traitement des infections ORL, donc respiratoires autres, souvent communautaires. En tant que pharmacien, vous savez que ces infections peuvent être dues soit à des bactéries, soit à des virus. Et bien, chance pour nous, cette huile de cyprès a une action antibactérienne et a aussi une action antivirale. Comment? Alors ça a été testé d'abord pour l'effet antibactérien sur des souches bactériennes les plus impliquées dans les infections respiratoires. Donc c'est le Cuprus sympamiliens, c'est notre cyprès. La composition de l'huile essentielle a montré une richesse en pinène très importante. Ça c'est une étude tunisienne sur une espèce très voisine de celle qu'on trouve en Algérie, c'est la variété numidica. Et bien ces pinènes ont été démontrées comme efficaces sur des souches très virulentes de virus impliqués dans l'infection bronchique. Et donc, le double intérêt, le double effet est maintenant bien établi, l'effet antibactérien et antiviral. La lavande, que vous connaissez tous, on en a déjà parlé du tout. Alors, il y a plusieurs indications. Je vais vous parler seulement d'une seule. Elle est dermatologique dans le traitement des mycoses, donc tout ce qui est champignons. Alors, l'activité a été, ça fait plusieurs années qu'on a établi l'efficacité de cette huile essentielle dans le traitement des mycoses, surtout de la souche la plus impliquée que vous connaissez tous, c'est le Candida albicans. L'huile de lavande aussi peut être potentialisée en l'associant à d'autres huiles, c'est-à-dire rien n'empêche que dans le même produit pharmaceutique, vous ayez 2 voire même 3 huiles essentielles qui agissent en synergie. L'exemple du l'huile de géranium qui peut être très bien associée à l'huile de lavande, parce que cette huile de géranium a aussi un effet antimycosique, toujours sur Candida albicans. Et le mieux, ça a été publié récemment en 2017 dans une revue de référence, Microbial Pathogenesis. L'huile de géranium, en plus de son effet antimycosique, a un effet anti-inflammatoire, spécialement les inflammations dues aux mycoses. Donc pour une dermatose, c'est très intéressant pour nous, pharmaciens, de disposer de cet outil. L'huile essentielle de romarin, que vous connaissez aussi, certainement. Alors, il y a plusieurs indications. Je citerai toujours dans la sphère dermatologique l'indication comme traitement de l'alopécie. Et là, nous disposons d'une preuve clinique citée dans cette revue, ou dans un essai clinique. L'huile de romarin a été testée de manière comparative avec un produit que vous connaissez, qui est le minoxidil, c'est l'alopécie, y compris à 5%, c'est-à-dire la dose forte. C'est-à-dire qu'il a été même supérieur à la dose de 2%, avec un mécanisme d'action qui est assez comparable, qui améliore la revascularisation du cheveu, et donc il fait très bien la chute et même favorise la repousse des cheveux. Donc on a une preuve clinique sur l'efficacité de l'huile de romarin comme alternative thérapeutique dans le traitement des alopécies. Bien sûr, les alopécies androgéniques, vous avez tous compris de quoi je parle. Enfin, l'huile essentielle de myrte, beaucoup d'indications, mais je retiendrai toujours l'indication en dermatologie, qui est ici multiple. Dans cette revue de la littérature, on a relevé des effets anti-inflammatoires, des dermatoses en général, un effet astringent, antiseptique, désinfectant. Donc, tout un panel de dermatoses qui peuvent être pris en charge par cette huile essentielle. Alors maintenant, un petit mot sur l'aspect réglementaire. On a beaucoup parlé de loi sanitaire. Maintenant, l'avant-projet de loi sanitaire et la loi sanitaire a donné un sens qualitatif, j'allais dire, dans la définition d'un médicament, en incluant toute substance végétale ou préparation à base de plantes utilisée en phytothérapie. On attend bien sûr les textes d'application. J'espère que le SNAPO aura un rôle très positif dans la préparation de ce texte pour justement renforcer la place du monopole pharmaceutique pour ce type de produit, en agissant déjà dans leur définition et l'obligation éventuelle à les enregistrer
comme médicaments, avec une procédure spécialement et spécifique pour l'enregistrement de ces produits, à l'image de ce qui se passe en Europe, comme je l'ai cité tout à l'heure. Je pense que c'est un exemple qui devrait nous inspirer. D'accord ? Les produits d'hygiène, les produits cosmétiques contenant des substances vénéneuses, y compris dans le végétal, donc raison de plus pour étendre ce champ pharmaceutique, ainsi que les produits diététiques renfermant des substances non alimentaires, leur conférant des propriétés utiles à la santé humaine. C'est-à-dire que même des compléments alimentaires à intérêt médical peuvent être pris en charge par cette nouvelle réglementation. Alors, ces perspectives réglementaires donnent un champ très intéressant à la pratique pharmaceutique. Le pharmacien comme professionnel de la santé va gérer le profil d'efficacité et de sécurité de cette aromathérapie au niveau de son officine. Parce qu'il faut savoir qu'une bonne partie des problèmes toxiques ou d'effets indésirables de ces produits, parce qu'ils existent aussi, ne sont pas dus à la toxicité du produit lui-même, mais surtout à la mauvaise utilisation et au mésusage de ces produits. D'où l'importance d'encadrer l'utilisation de ces produits par une expertise pharmaceutique, et le pharmacien d'officine est très bien placé pour le faire. En plus de l'enjeu sanitaire et réglementaire, il y a un enjeu financier énorme, c'est un marché en pleine expansion. Et donc raison de plus pour que la corporation pharmaceutique s'intéresse à ce marché en pleine expansion, comme je l'ai dit, et qui pose des défis de santé publique en parallèle. Et enfin, tout ce défi, à mon avis, je pense que vous serez tous d'accord, fournit suffisamment d'arguments pour étayer la perspective d'un monopole pharmaceutique vis-à-vis de ces produits. Donc il faut vraiment que ce soit que le pharmacien, suite à une prescription médicale ou bien à une activité de conseil, qui puisse délivrer ces produits, particulièrement ceux contenant des huiles essentielles. Et je vous remercie.